Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Alors, on est avec Emmanuel qui est toute seule comme une grande. Emmanuel, la photo que tu m'as montrée hier de Justin Trudeau partant avec son siège puis en faisant la grimace fait le tour du monde. Même Paris Match l'a publié. Écoute, et là, il y a un montage qui circule sur les médias sociaux. C'est écrit « Voilà comment ça a commencé ». Puis là, tu le vois en blackface avec la langue sortie. Oui. Et voilà comment ça s'est terminé. Et là, tu le vois avec sa chaise, avec la langue sortie. Pitre un jour, pitre toujours, les gens disent. Ben, il y a toujours, je pense que, regarde, c'est pas pour rien qu'il était prof de théâtre, là, objectivement, là. Monsieur Trudeau revient à ses origines. Ceci étant dit, est-ce qu'il faut... il y a quelque chose de drôle dans la photo aussi. C'est la libération d'un mec qui quitte la vie politique puis qui dit, regarde, là, bye, ciao, babe, là, je m'en vais, je suis tanné. Mais il n'a pas fini, puis là, il est pris à gérer les conséquences, finalement, chaotiques et insécurisantes pour le Canada, malheureusement, du fait qu'il se soit accroché trop longtemps. Et je pense que ça contribue à l'espèce de montagne russe tarifaire et délire ambiant là, qu'on voit en ce moment, là. Donc, tu es assez indulgente sur sa photo de sortie. Si Mathieu était là... Il grimperait au plafond, mais bon, je te comprends. Non, mais il y a... Regarde, je vais être honnête. Quand je l'ai vu, je dis, coudonc, ça se peut pas, là. Il pouvait pas se retenir. Puis en même temps, il y a un côté de moi qui trouve ça drôle, tu sais. Fait que je pense que ça dépend si on a... Tu sais, est-ce qu'on a envie d'être généreux avec lui, quand on sait ce que ça représente d'être premier ministre, là, ou est-ce qu'on décide qu'on est sévère à son égard jusqu'à la fin? C'est aux gens... de décider. Je veux dire que dans mon entourage, il y a des gens que je m'imaginais qui allaient m'écrire et dire, ben c'est ça, c'est un... Puis ils ont trouvé ça tellement drôle. Puis il y a d'autres personnes qui étaient complètement horrifiées. Fait que je pense qu'on le prend... C'est plus gris que l'histoire du blackface, tu sais. Écoute, avant de parler des tarifs, là, je veux revenir, parce qu'on était un peu à l'heure des bilans, l'héritage de Justin Trudeau. On jase, juste moi pis toi, là. Penses-tu que sa séparation avec Justin Trudeau a joué un peu, a changé le personnage, le déstabilisé? Penses-tu qu'il y a eu un impact politique, ce qui est arrivé dans sa vie personnelle pendant qu'il était premier ministre? Je vois pas d'impact politique. Ça peut avoir un impact sur sa cote de popularité ou sur sa façon de gouverner. Je pense que M. Trudeau, la lecture que moi j'en fais pour l'avoir suivi là, depuis le jour où il a été élu député, là, c'est que M. Trudeau est quand même arrivé au pouvoir en créant énormément d'attentes dans la population. Hein? Hope and heart, tu sais, l'espoir et le travail acharné, on va changer les façons de faire, on va être un gouvernement transparent, on va gouverner par cabinet, on va s'occuper de la classe moyenne, on va faire un petit déficit, mais pour faire des grands travaux d'infrastructure. Tu sais, toute la promesse du potentiel du Canada là, était là. Puis ce qui est arrivé, c'est que, moi je pense que l'erreur première qu'il a fait, c'est qu'il s'est entouré au bureau du premier ministre de gens qui sont des politiques, d'élections, de sondages. Puis il n'y avait pas d'adultes dans la pièce, tu sais. Il n'y avait pas un sage, si on veut, tu sais. Et ce qui est arrivé, c'est que c'est un gouvernement qui est devenu obsédé par le narratif politique. Tu sais, le narratif des bas, le narratif de la couverture de Vogue, le narratif de ci, le narratif de ça. Puis ils ont comme oublié de mettre en œuvre jusqu'au bout bien des choses. C'est ce qui fait que c'est comme devenu une joke de dire « je travaille là-dessus ». Puis ils ont perdu de vue l'essentiel. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est pas un peu le propre de beaucoup de gouvernements, c'est-à-dire des gouvernements de com. C'est ce qu'on dit de la CAQ, c'est ce qu'on dit de Macron aussi. La com est devenue importante en maudit en politique. Oui, la com, mais c'est pas c'est moi la référence. Tu sais, quand je pense à l'adulte dans la pièce, là, je pense à Jean Chrétien à l'époque, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'il y a eu une époque où on reprochait à Jean Chrétien d'être, au Canada anglais, d'être un friendly dictator, tu sais, d'être un dictateur amical parce que le bureau du premier ministre avait trop de pouvoir.
Écoute, ça n'a aucune commune mesure avec ce qui se passe maintenant, là. Ben non. Je veux dire, maintenant, les ministres ne sont que des faire-valoir, mais à l'époque de M. Chrétien, tu sais, Jean Pelletier, qui était son chef de cabinet, là, je veux dire, c'était des grosses pointures, là, tu sais, intellectuelles, en termes de connaissances du gouvernement. Son bras droit, Eddie Goldenberg, tu sais, c'était l'homme qui réfléchissait, mais, tu sais, avec une vue d'ensemble. Son directeur des communications, tu sais, c'est des gens qui étaient dans la profondeur de gouverner bien davantage et qui donnaient beaucoup de marge de manœuvre à leurs ministres parce qu'ils leur faisaient confiance. Les ministres étaient responsables. Ça donnait le temps au premier ministre de faire son travail. Mhm. Quand le bureau du premier ministre contrôle toutes les annonces puis les petites gogosses du narratif, mais le bureau du premier ministre n'a pas le temps de faire son travail, qui est de garder la vue d'ensemble, tu sais, et c'est ce qui est arrivé avec monsieur, très, très, très clairement, avec les 9 ans au pouvoir de monsieur, de monsieur Trudeau, puis c'est ce qui fait que le Canada se retrouve doublement vulnérable face aux États-Unis en ce moment, Ben, parce qu'on n'a pas de croissance économique, parce qu'on n'a pas réglé le problème de la productivité, parce qu'on n'a pas fermé le robinet de l'immigration assez vite, parce que, ben là, on en paye le prix maintenant. les tarifs, Doug Ford a voulu, écoute, se jouer les matamores devant Donald Trump en disant « Ouais, tu veux nous imposer des tarifs, mais moi, m'a imposé des tarifs sur l'hydroélectricité. » Et là, Trump a regardé Doug Ford en se disant « C'est qui ce moustique-là là, qui m'embête un peu? » Il a sorti sa tapette à mouche, boum, l'a écrasé. C'est un peu ça, là. Ben, c'est le problème, c'est ce qui arrive quand il n'y a pas de gouvernement central fort. M. Trudeau, dans les dernières semaines, a réussi à essayer de faire une certaine cohésion, mais dans les faits assez fragile, où M. Ford s'est inventé le rôle de capitaine Canada. M. Ford a pris le leadership de ça. Puis moi, ce que je trouve assez amusant, c'est le même jour, la semaine dernière, tout le monde était là, ouais, le Canada, on va tenir tête aux États-Unis, on est fort, puis oui, les tarifs réciproques, puis oui, on va finir par gagner, puis hein. Puis là, Doug Ford, il annonce sa menace, puis bravo, Doug Ford, lui, il a du courage comparé à Legault, puis ça. Puis là, Doug Ford met sa menace à exécution. Donald Trump répond en disant « Ah, moi, je vais doubler les tarifs sur l'acier. » Puis là, tout d'un coup, il est là « Ah oui, mais moi, mon secteur d'électricité, puis moi, ce qui va arriver à ma province. » Fait que tout d'un coup, toute l'unité, tout le courage là, du Canada qui va se tenir debout face aux géants américains, ça s'est comme étiolé pour une raison très simple, c'est que l'économie canadienne n'a pas les reins assez solides pour gagner cette guerre commerciale-là. On peut créer des conditions qui vont faire en sorte que les Américains vont forcer Donald Trump à agir. Mais nous, c'est comme aller à la guerre avec un tire-poids, là, juste pour qu'on comprenne, là, taxer l'électricité ontarienne de 25 %, là, il y a seulement que dans la Bible 1 cent du kilowattheure. Il y a seulement dans la Bible que David réussit à mettre Goliath à genoux, là. C'est pas comme ça dans la vraie vie, là. Mais ce qui est intéressant, le plus gros... alors, j'ai hâte... M. Legault, bien évidemment, il n'était pas content, parce que lui, il voit ça, puis, tu sais... Puis ce qui est pire, c'est qu'il a comme suscité une colère encore plus grande, là. Parce que là, M. Trump, c'est pas seulement je vais mettre un tarif de 50 % sur l'acier et l'aluminium à la place, mais je vais détruire votre secteur automobile. Puis là, je vais vraiment vous annexer parce que vous allez être complètement à genoux. Alors, je pense que ça démontre que ça prend pas juste du courage comme dans la cour d'école, là, mais que ça prend plus de finesse. Mais le développement le plus intéressant de la journée, cependant, c'est le fait que j'ai appris ce midi que Mark Carney, qui est plongé dans des briefings jusqu'au plafond à essayer de prendre les commandes de l'État, s'en va à Toronto demain rencontrer Doug Ford. Attends une minute, c'est qui est le premier ministre actuellement au moment où on se parle? C'est qui? C'est Justin Trudeau. Je comprends plus, là, mais c'est qui décide, là? C'est Justin Trudeau. Je me suis pas fait confirmer formellement, mais ma compréhension, là, c'est que les deux se sont parlé hier assez longuement, là. Puis ils sont entendus sur qu'est-ce qui doit être fait et sera fait en termes macro, là, d'ici à ce que Carney prenne le pouvoir.
Mais M. Carney, la réalité, c'est qu'il peut pas, même s'il voulait, là, tu ne peux pas devenir premier ministre quand tu n'as pas eu des briefages sur la sécurité nationale, sur la défense, sur vraiment tout le détail puis la nuance là, de cette guerre commerciale-là, là, tu sais, dans la virgule, le ci, le ça, on a parlé, nanana. Qui a dit qui à quoi dans les dernières semaines, tu sais? Mais alors, et ça prend du temps, là. Je veux dire, la télépathie, comme dans les films, là, on n'est pas dans The Matrix, là. Alors, il faut qu'il se donne le temps de faire ça. Parce que c'est ça qui va faire qu'il va être compétent une fois premier ministre. Alors, entre-temps, ça veut dire que c'est M. Trudeau qui commande et qui répond. Pourquoi c'est pas Justin Trudeau qui va rencontrer Doug Ford demain? Mais parce que Justin Trudeau, il sera plus là dans 4 jours. Alors, ça sert à rien d'aller voir Doug Ford. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que c'est le premier ministre de demain qui s'en va rencontrer le premier ministre le plus influent et le plus puissant au Canada, à Toronto, lequel est un conservateur. Ben oui. Alors, ça, qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne? On le sait pas. Est-ce que c'est les débuts d'une alliance tacite? Est-ce que ça va faire en sorte que M. Ford va rester en marge de la campagne, va pas aider Pierre Poilievre? Mais ça illustre cependant à quel point le mec qui pensait devenir premier ministre du Canada est pas capable d'utiliser sa relation avec un premier ministre d'un parti frère. Il est où Pierre Poilievre là-dedans? Comment ça se fait que c'est pas lui qui est assis avec Doug Ford? Emmanuel, rapidement, je veux revenir sur ta chronique. Tu dis on va s'embarquer dans une des campagnes les plus sales de l'histoire du Canada. Pourquoi? Oui. Les coûts vont être bas, là. Mais non, mais les coûts sont hallucinants en ce moment-là. Pierre Poilievre, OK, accuse Mark Carney d'avoir vendu le Canada pour ses profits personnels, d'avoir vendu le peuple, d'être le premier ministre le plus compromis de l'histoire. Tu sais, le poids des mots, là. Ben oui. Puis à l'inverse, M. Carney, il n'a pas laissé sa place non plus, là, dimanche soir, là. On n'est plus en guerre commerciale contre contre Donald Trump. C'est les Américains qui veulent nous annexer dans leur ensemble, tu sais. Puis après ça, on est dans un contexte où, là, Pierre Poilievre va laisser brûler la planète. Et s'incline devant l'autel de Donald Trump, devant qui il va finir par s'agenouiller. Je veux dire, c'est pour ça que les gens... Je suis convaincue que c'est palpitant de les voir se taper dessus, là. Mais j'oserais espérer que dans un moment aussi grave, aussi complexe, parce qu'il n'y a pas de solution simple, là, la solution simple à la Doug Ford, on voit ce que ça donne, là, mais... Chacun élèverait un peu le niveau. Parce que Emmanuel, j'ai l'impression que la boîte que se lancent les démocrates et les républicains, c'est en train de... Tu sais, ça revole sur mais les deux le font. La seule politique. différence, c'est que Pierre Poilievre le fait avec un air bête, puis les libéraux le font en se drapant dans la vertu. Alors, ça passe mieux, puis c'est plus doux, puis c'est moins comme grinçant. Mais le problème de ça, c'est que peu importe qui gagne, là, au bout de 37 jours, c'est un pays qui est plus divisé qu'avant, pour un premier ministre qui va avoir besoin de solidarité et d'appui de l'ensemble de la population pour mettre en place les réformes dont il y a besoin. Je te comprends, mais on s'en va dans une polarisation qui va ressembler en sacrifice à la polarisation américaine. C'est malheureux. Vraiment. Chacun de son côté, puis les gens se parleront plus, alors qu'on a besoin comme jamais que les gens se parlent, effectivement, comme tu dis. D'ailleurs, je conseille aux gens d'aller lire ta chronique aujourd'hui, excellente dans le journal. Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Salut. Demain.